Vous savez que moins on est sûr d'une idée, plus on la défend avec force. Pourquoi est-ce qu'on a tendance comme ça à s'accrocher à nos idées? Vous savez? Vous avez une idée? Est-ce que vous accrochez à une idée de la raison pour laquelle on s'y accroche? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'ensemble, on revive une expérience scientifique, qui va nous permettre de donner des éléments de réponse à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche autant à nos idées? Alors, je vais vous demander d'essayer de trouver un lien entre ces deux chiffres, ces deux nombres, 12 et 48. Est-ce que vous arrivez à faire un lien? Ouais. Alors, en général, là, les participants disent oui, mais comment on fait pour savoir s'il y a un lien? Je veux dire, c'est quoi la règle? Eh bien, justement, c'est l'objectif de l'expérience. C'est à vous de trouver la règle. OK? Maintenant, si je vous dis 17 et 83, est-ce que vous arrivez à faire une règle commune qui permette de lier les deux premiers et les deux seconds? Il y en a qui y arrivent? Ouais? Non, ça dépend. Alors, une des possibilités, là, c'est que 12 plus 48, ça fait 60. 17 plus 83, ça fait 100. Dans les deux cas, on a un nombre pair, le résultat. Et donc, vous pourriez me dire, OK, ils sont liés. À la fin de chaque paire de nombres que je vous présente, vous me dites s'ils sont liés ou pas. OK? Donc là, vous me dites qu'ils sont liés, puis moi, je me réponds vrai ou faux. Faux, par exemple. Alors, vous devez chercher un nouveau lien, une nouvelle façon de connecter les deux nombres, et puis que cette règle soit commune entre tous. Alors, plus l'expérience avance, et plus vous commencez à avoir une idée précise de la règle, en fonction de mes vrais ou faux. Et au bout d'un moment, vous arrivez à quelque chose d'assez stable, que vous avez construit à partir de ce chaos numéraire, et vous me dites, c'est bon, j'ai la règle. Je vous demande de dire votre règle, et puis je vous révèle qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'organisation dans ces nombres, que tout a été choisi au hasard, et que mes réponses vraies et faux, elles suivaient une courbe croissante qui était déjà prévue au départ. Donc il n'y avait aucun lien avec toutes les réponses que vous avez données. Donc vous avez apparemment réussi à construire quelque chose à partir d'un chaos total. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart d'entre vous, à ce stade, allez avoir du mal à abandonner la règle que vous avez si intelligemment, si brillamment construite, malgré le fait que je vous dise que ça n'a aucun sens. Et il y a une partie d'entre vous qui vont même essayer de me convaincre, moi, qui suis en train de faire l'expérience, que vous avez trouvé une règle, mais que j'en suis inconscient. Alors cette première expérience, elle nous montre là que, effectivement, on s'accroche à nos idées parce qu'on les a peut-être durement établies. C'est pas évident de créer des règles, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et puis du coup, une fois qu'on croit avoir compris quelque chose, on s'y accroche un peu, quoi. Alors ça fait que finalement, notre cerveau, une fois qu'il a construit ses règles, il a tendance à se figer. Puis il devient un petit peu difficile de changer ce qui est déjà là. Ce qui implique que dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la créativité, un cerveau figé pour la créativité, c'est pas le top. Si on ajoute à ça que, d'ailleurs je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des types de personnalités cerveau droit et cerveau gauche, des cerveaux gauches qui sont des gens un peu ennuyeux, pas très drôles, avec un cerveau en noir et blanc, type comptable? Non, vous n'êtes pas... Pardon. Et puis d'autres qui sont des personnes super drôles, vivantes, rigolotes, toujours pleines d'imagination, qui ont un cerveau en multicolore. Qui pense que ça existe, ces deux types de personnalités? Est-ce que vous pouvez lever le bras? Ah ça va. Ouais, j'ai pas tant d'efforts à faire. Donc voilà, alors il y a quand même une bonne partie de la population, là ici ça a l'air de bien se passer, qui pense qu'ils ne sont pas créatifs. Ils ont fait le test sur Internet, pouf, la sanction est tombée, pas créatif. Si on ajoute à ça le fait qu'on a la promesse, nous disent les experts, de l'intelligence artificielle,
qui va détruire la plupart des emplois, et que la solution, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sont créatifs. Alors pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, bonjour l'angoisse, quoi. Donc, on se retrouve avec des gens pas créatifs, angoissés, et puis il y a une donnée qui vient des sciences cognitives, c'est que l'angoisse, le stress, l'anxiété, ça nuit gravement au développement de sa créativité. Donc on est foutu, quoi. Voilà, je vous remercie. Non. On n'est pas foutu parce que, comme j'ai l'impression que y a quand même la plupart d'entre vous le savent, ces histoires de cerveau gauche, cerveau droit, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans la science, ça existe ailleurs. Alors sur Internet, vous en trouverez des tonnes. Mais la science n'a jamais sorti un truc pareil. Les deux cerveaux, les deux hémisphères travaillent ensemble, de concert. On a besoin des deux pour être créatif. Et il y a des petites différences interhémisphériques, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que apprendre, c'est être créatif. Les sciences cognitives le démontrent, c'est-à-dire que pour apprendre, il faut faire des liens entre des choses qu'on ne connaissait pas. Il s'agit de faire du lien entre le connu et l'inconnu. Quand on se remémore un souvenir, on est en train de le créer à chaque fois. C'est la raison pour laquelle on apprend tous de façon différente et tout ce qu'on apprend laisse une trace différente et sera reconstruit différemment par nous tous. C'est un processus créatif. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes capable d'apprendre ? Alors j'imagine que vous n'avez même pas envie de répondre tellement c'est évident. Et donc si vous êtes capable d'apprendre, alors vous êtes créatif. C'est les mêmes processus. Si on regarde les structures qui sont impliquées dans l'apprentissage et dans la créativité, les mêmes structures sont impliquées à la base. Et d'ailleurs, c'est les mêmes conditions qui nous rendent créatifs ou qui nous permettent d'apprendre à l'école ou en entreprise. Si on veut que les gens soient créatifs, il faut qu'ils soient dans le bien-être, il faut qu'on puisse faire des erreurs, il faut même valoriser les erreurs, il faut en faire des tonnes là-dessus, et pas ne faire qu'en parler, comme ça se fait beaucoup dans les entreprises. Voilà, donc on a plein de raisons, et une raison de plus, c'est que notre cerveau est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il est en permanence en train de se reconfigurer lui-même pour s'adapter à la situation. Et donc, quelle est la solution pour améliorer sa créativité ? C'est de la travailler, quoi. Simplement d'avoir une activité créatrice. Et puis plus on va la travailler, plus elle va s'améliorer. Là encore, il y a plein d'études qui montrent ça. Donc c'est quelque chose qui se travaille, c'est une compétence. Voilà, alors maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Avant de répondre à cette question, je vous propose une deuxième expérience. Il s'agit d'une expérience qui a été faite sur une sous-catégorie de population qui sont extrêmement créatifs, ils sont tous créatifs. Vous voyez qui ça peut être, ces gens qui sont tous créatifs ? C'est des petits gens, des gens parfois qui marchent à quatre pattes. Les enfants sont tous créatifs, et on va partir du principe, je vais couper la salle en deux. On va dire que cette moitié-là, vous êtes des enfants, et puis cette moitié-là, vous êtes des adultes. D'accord ? Désolé pour vous, c'est pas drôle. L'expérience est hyper simple. Il s'agit d'une résolution de problème. Donc la résolution de problème, c'est un des aspects de la créativité. Une résolution très très simple. Alors d'abord, il y a deux règles à apprendre, enfants et adultes. La première, alors ça c'est le dispositif. Moi, je suis du côté expérimentateur. Vous êtes cette petite fille, enfin vous. Et puis, vous voyez qu'il y a une petite boîte avec un plexiglas rouge. Et quand on pose les objets sur cette petite boîte, on va activer ou pas la petite boîte. Il y a une lumière, une musique qui va sortir. Alors les règles pour allumer la boîte, les voici. D'abord, certains objets n'allument pas la boîte quand on les pose dessus. D'autres objets l'allument de façon unique, il suffit d'en mettre un. Voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Première règle. Deuxième règle, certains objets, quand on les pose tout seuls, n'allument pas la boîte. D'autres objets, les mêmes objets, si on les met en paire, peuvent allumer la boîte, mais toutes les paires d'objets n'allument pas la boîte. Est-ce que c'est clair ? Pour les enfants, ça doit être clair, mais les adultes, ça va ? Oui. Alors, maintenant, on va faire un test hyper simple. Je vais vous demander quels sont les objets qui, d'après cette petite démonstration, quels sont les objets ou quel est l'objet qui allume la boîte ? Quel est l'objet qui allume la boîte ? Les enfants, vous savez ?
Ouais, la pyramide. Bravo. Les adultes, vous aviez trouvé. Alors maintenant, on va arriver au vrai test, celui qui va différencier les deux groupes normalement. Le vrai test, c'est celui-ci. On a de nouveaux objets. Tous sont des nouveaux objets, mais on se souvient des deux règles. On a le cône qui n'allume pas la boîte, le cube qui n'allume pas la boîte. La boule et le cube, ensemble, allument la boîte. La boule et le cône, ensemble, allument la boîte. Alors je pose la question aux adultes d'abord. Quel est ou quels sont les objets qui allument la boîte? Qu'est-ce que vous diriez? La boule, j'entends la boule par là. Et qu'est-ce qu'on dit par là? Quels sont ou quel est l'objet qui allume la boîte? Ah, magnifique! Donc c'est vraiment des enfants ici, génial, et des adultes là, voilà, ça, donc ça marche. Ce que disent les adultes, effectivement, c'est que c'est la boule. C'est-à-dire qu'on a réduit un petit peu le problème, parce que qu'est-ce qui vous dit que c'est la boule? À quel moment on a eu la démonstration que la boule allumait la boîte toute seule? On l'a pas. Par contre, les enfants ici, dont on a des beaux spécimens là, monsieur, les enfants, eux, sont capables de regarder ce que dit réellement, les informations qui sont réellement présentes dans la démonstration. Et dans la démonstration, la seule information présente, c'est que ce sont deux objets qui permettent d'allumer la petite boîte. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, là, c'est qu'un des aspects de la créativité, une chose importante, c'est de regarder les données du problème telles qu'elles sont et d'éviter de synthétiser, de créer des règles et d'essayer de ressortir l'élément pertinent de la chose sans tenir à ce qu'on nous dit, observer. Ça, c'est la conclusion de cette expérience-là. Et puis maintenant, à partir des deux expériences et de tout ce qu'on vient de voir, on peut dire qu'il y a deux choses importantes qui ressortent. La première, c'est que on a vu qu'on était tous capables d'apprendre, donc on a cette plasticité synaptique, cette plasticité cérébrale qui vaut pour tous, et donc il n'y a pas de question à se poser, nous sommes tous créatifs. Voilà. Ça, la chose est posée. Et puis ce qui est important là-dedans, c'est d'y travailler, c'est de travailler à sa créativité, comme on l'a vu. Et là-dessus, il y a un des comédiens et réalisateurs des Monty Python qui dit que, il s'appelle John Cleese, et il dit que dans l'équipe, ce n'était pas forcément lui le plus créatif. Il y avait des gens qui arrivaient, le plus créatif, comme on pourrait le penser à la base, les gens qui ont des idées fulgurantes comme ça. Donc il y a certains d'entre eux qui arrivaient avec des idées déjà très bonnes pour nous faire rire. Et puis lui, il ne faisait pas partie de ceux-là, il faisait partie de ceux qui restaient plus longtemps pour travailler plus longtemps leurs idées. Et ce qu'il dit, c'est qu'à la fin, dans les films, c'était les idées des laborieux qui restaient, et pas les idées fulgurantes, que ceux-là avaient tendance à s'arrêter là. Donc c'est évidemment la persévérance, l'élément qui va nous permettre de travailler notre créativité et de s'améliorer là-dedans. Le deuxième point important, ce qu'on a vu et ce que nous apprennent les enfants, c'est l'observation. La capacité d'observer dans le détail, idéalement, le mieux possible, les informations qu'on nous donne. Donc si je veux écrire une pièce de théâtre pour la jouer ici, sur des adolescents, évidemment, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir des adolescents, de les regarder au quotidien, et puis d'observer tous les liens. Et ce qui est passionnant à ce stade, c'est que les sciences cognitives, à côté de ça, nous montrent que pour lutter contre l'anxiété et le stress du quotidien, de nos vies modernes, une des solutions, c'est de se reconnecter aux informations sensorielles, un peu comme on a vu avec la forêt, c'est-à-dire se reconnecter à ce que nous disent réellement nos sens, de regarder ce qui se passe, ça permet de faire diminuer l'anxiété. Et la créativité, la chose la plus importante pour la mettre en œuvre, c'est d'abord de regarder précisément ce qui se joue, donc d'être en connexion avec ses sens, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas eu l'air d'être trop sûr de mes idées, ce serait mauvais signe. Et je vais vous laisser avec une phrase de Félix O'Connor, mon ami et écrivain, qui dit « Le travail de préparation pour observer, c'est sûrement ça qui s'appelle le talent. Et mettre en place des nouveaux dispositifs d'observation,
C'est ça la créativité. Et en plus, c'est bon pour le cerveau. Alors voilà. Merci. On va quand même pas te laisser t'échapper sans une ou deux questions. Mais je m'échappe quand même parce qu'on me propose de l'eau et j'ai soif, merci. Alors, tu as parlé de la capacité d'observation dans le processus créatif. Tu penses que c'est un élément essentiel ? Je pense que c'est l'élément. S'il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. C'est celui-là ? C'est observer. Et ne pas croire qu'il y a une inspiration divine, comme on a tendance à le croire. Il y a des gens géniaux pour qui ça tombe comme ça. S'ils sont géniaux, c'est qu'ils ont bien observé. Alors dans certains métiers, notamment dans les agences, etc., on range les gens dans des cases, on dit il y a les créatifs, et puis il y a les technologistes, etc., etc. Est-ce qu'on est tous créatifs ? Tous. Voilà, on a Tu as pu le vérifier ? Oui, alors toutes les expériences montrent que tout le monde est capable de progresser dans la créativité. Alors, les conditions de travail telles qu'elles sont actuellement, on demande assez peu aux gens d'être créatifs, même en général pas du tout, pour les employés en tout cas. Donc évidemment, les gens ne le sont pas, parce que tout est fermé. Hein. On leur demande de faire ce qu'on a prévu qu'ils fassent. Et donc dans ce cas-là, les capacités créatives, on va dire qu'elles ont tendance à diminuer avec le temps. Mais il suffit de replonger ces personnes dans un univers où on leur donne des choix, où on leur fait confiance et où on leur permet d'apporter des solutions à des problèmes pour que, effectivement, la créativité augmente. Et ça, il y a plein de recherches qui le démontrent. Alors, il y a des managers dans la salle, il y a des gens qui ont la capacité de changer des processus ou des habitudes dans les entreprises. Ouais. Si tu devais donner 2-3 conseils pour allumer la créativité dans les équipes à ces managers, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, pour donner un petit truc, genre, quand on a un problème à résoudre, en général, ce que je vois dans les entreprises, c'est que si on fait appel à l'intelligence collective, on va poser la question, le problème à résoudre, et on va demander aux gens d'y répondre. C'est ça le truc classique. Hein. On passe à côté de la seule chose qui soit vraiment importante pour trouver des solutions, c'est d'explorer la question. Il ne s'agit pas d'y trouver des réponses, il s'agit de passer son temps à explorer la question, et en explorant la question, de facto, on va apprendre des choses, et on va faire des liens, et la solution va venir d'elle-même. Ça, ce serait le conseil au manager. Ouais, je dirais un conseil très très pratique. Mais sinon, le conseil, c'est le cadre dans lequel on met les gens. Et donc, le cadre, ça veut dire stimuler la dopamine un maximum, c'est-à-dire que les gens soient maîtres de leur destin, qu'ils sentent ça. On parle souvent de zone de sécurité, de droit à l'erreur. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et si on nous brime tout le temps, si on n'a pas le droit à l'erreur, là pour la dopamine, c'est catastrophique. Après, on n'ose plus prendre la parole. Un des critères, d'ailleurs, qui avait été sorti d'une étude de Google, c'est qu'il faut, si on observe une séance de travail, pour savoir lesquelles sont les équipes qui seront les plus créatives, c'est celle où le temps de parole est distribué de façon équilibrée parmi tous les gens qui sont là. Signe que tout le monde ose prendre la parole. Parce qu'il y a d'autres études qui montrent que ce n'est pas ceux qui prennent le plus souvent la parole dans les séances qui apportent les meilleures idées. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.